Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai un internaute qui m'a guidé pour me demander de faire une vidéo sur est-ce qu'il vaut mieux acheter sa résidence principale ou rester en location? Alors c'est un vaste débat et bien sûr la réponse n'est pas évidente. C'est à chaque fois des calculs qu'il faut faire. Par ailleurs, je vais quand même vous donner aujourd'hui un certain nombre de notions je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut analyser les choses. Donc, premièrement, de manière assez générale, quels sont les avantages et les inconvénients du propriétaire? Bah, les avantages, c'est que quand on est propriétaire, on construit un patrimoine. Donc, si j'ai emprunté, chaque mensualité augmente la part de propriété. D'ailleurs, je dis si on a emprunté, je ne vois pas comment il est possible aujourd'hui d'acheter de l'immobilier sans emprunter, à moins d'être un héritier. Euh, Ensuite, à long terme, eh bien évidemment, une fois le crédit remboursé, il n'y a plus de crédit à payer, plus de mensualité, et donc automatiquement, vous vous dégagez un certain montant pour alimenter votre niveau de vie qui n'est pas négligeable. Bien sûr, il y a une protection contre la hausse des loyers, puisqu'en France, nous avons la chance d'avoir des intérêts à taux fixe, ce qui existe pratiquement uniquement en France. Euh, voilà, donc effectivement, ça c'est une bonne protection contre l'inflation, quelque part. La liberté d'aménager le logement quand on veut, évidemment, des travaux, la déco, tout ce que vous voulez, vous êtes libre de le faire, évidemment. Cela peut devenir une source de revenus, revente avec plus-value, oui, puisque la résidence principale aujourd'hui n'est pas taxée encore sur la plus-value. Et la location, alors je l'ai marqué parce que c'est global, mais aujourd'hui, moi, quand je fais les calculs de louer sa résidence principale, sachant que votre résidence principale, dans ce cas-là, devient une résidence secondaire, quelque part, donc attention à la plus-value derrière si vous la revendez, je ne conseille pas du tout. Le sentiment de stabilité et de chez soi, eh bien oui, vous avez l'impression d'être chez vous, même si vous payez une taxe foncière qui augmente de 10% chaque année. On a vraiment ce sentiment. Voilà. Les inconvénients, engagement financier long, on va le voir, la moyenne c'est 15 effectivement à 25 ans. On est plus proche des 25 ans en général aujourd'hui. Les coûts supplémentaires, toutes les taxes, l'entretien et réparation du bien qui ne sont pas à négliger, car on le verra plus tard. En gros, on considère qu'un bien, au bout de 140 ans, il tient plus debout. Voilà, donc vous pouvez décoter votre bien, en tout cas pour préparer les travaux à faire, d'environ 0,7% par an, ce qui n'est pas rien. Les frais de notaire, l'assurance de le syndic, etc., bien sûr, qui s'ajoutent aux coûts supplémentaires en tout cas par rapport à si vous êtes locataire. Moins de mobilité, bah oui, parce que si vous voulez vendre votre résidence principale, ça va pas se faire en 5 minutes. Euh, et puis si le marché est en baisse un petit peu comme ça a été il y a les 3 dernières années, et que vous faites comme un certain nombre des gens de mon entourage et que vous accompagnez la baisse, du coup, vous vendez jamais, hein. Le risque en cas de baisse de valeur du bien ou de problème financier, bah là, on vient de le dire, effectivement. Alors, il y a une autre chose qui peut se passer, c'est que mes revenus baissent, par exemple, à cause des licenciements dus euh, aux défaillances d'entreprise ou de l'IA qui arrive à grands pas. Mais il faut toujours payer votre charge de crédit, alors que quand vous êtes locataire, vous partez et puis vous trouvez un bien moins cher à louer, par exemple. Et les premières années, effectivement, vous ne remboursez, enfin vous remboursez en tout cas beaucoup plus d'intérêts que lorsque vous avez déjà remboursé 10 années de crédit. Le banquier a bien fait les choses. Lorsque vous êtes locataire, les avantages, donc grande flexibilité, on peut bouger très facilement, on rend ses clés et en gros, il y a entre 1 et 3 mois de préavis la plupart du temps. Moins de charges imprévues,
Bah oui, parce que souvent, les grosses charges sont incombées, enfin, pardon, incombent, oula, incombent aux propriétaires. Donc, les grosses charges ne sont pas pour vous. Vous, ce que vous allez faire, c'est un petit coup de peinture, un petit coup de tapisserie éventuellement, mais pas grand-chose. Le budget est donc plus prévisible à court terme et, comme je l'ai dit tout à l'heure, possibilité de baisser son budget si nécessaire, puisque vous pouvez déménager, aller un peu plus loin que le centre-ville, par exemple, pour baisser votre loyer. Vous n'avez pas d'endettement à long terme, hein, ce qui est toujours quand même intéressant. Possibilité d'investir son épargne ailleurs, bah oui, l'argent que vous n'avez pas mis dans dans l'apport pour acheter votre bien, par exemple, eh bien, vous pouvez l'utiliser pour diversifier votre patrimoine. Les inconvénients, l'argent du loyer ne construit aucun patrimoine. Vous avez une dépendance au propriétaire, hein, parce que si à un moment donné il veut récupérer son bien, bah, il va pouvoir quand même le faire, même s'il y a comment dire, des règles pour qu'il puisse vous proposer éventuellement un rachat, mais enfin, il peut quand même récupérer son bien, quoi qu'il en soit, à un moment donné. Les loyers sont susceptibles d'augmenter dans le temps, bien sûr, parce que, et on l'a vu d'ailleurs pendant plusieurs années où il y a eu une inflation déclarée à 6%, bah, les loyers ont effectivement augmenté. Moins de liberté pour transformer son logement, évidemment, et à la retraite, vous payez toujours un loyer. Donc, en synthèse rapide, on pourrait dire que voilà, pour le propriétaire, acheter est souvent plus intéressant à long terme. Alors, le long terme, hein, c'est 15 ans minimum, hein, on ne parle pas de 2 ans ou de 3 ans ici. Voilà, c'est intéressant sur le long terme, souvent, si on reste plusieurs années au même endroit et que votre situation est stable. Pour le locataire, eh bien, vous avez en fait plus de flexibilité, hein, donc, et donc plus de sécurité à court terme. Mais enfin, il y a autant de calculs que de situations. Donc cela mérite, comme je l'ai noté, de nombreuses heures de travail pour élaborer un calculateur permettant la prise de décision. Maintenant, pourquoi, après ce que je viens de vous montrer, je pense que les prix de l'immobilier en France vont continuer sur le long terme à baisser. Vous voyez ici que euh, depuis 2009, on a eu plutôt une baisse. Alors effectivement, il y a des vagues, hein, puisqu'il se passe des choses, hein. On a la crise des subprimes. euh, Ici, on a le Covid et l'après-Covid avec l'augmentation des taux. Donc on voit qu'il y a des vagues. Mais je vais vous expliquer après pourquoi je pense que ça a baissé. Alors, une chose importante, c'est que euh, là, ça nous donne une indication. C'est-à-dire que de 1965 jusqu'à 2000, hein, en gros, avec le revenu que vous aviez, hein, donc le revenu par ménage, vous pouviez acheter un certain type de bien, hein. C'est la valeur C1. On voit que aujourd'hui, en 2025, eh bien, il faut 1,55 pour acheter ce même bien. C'est-à-dire qu'en gros, ce bien coûte 55% plus cher euh, à revenu réévalué de l'inflation, hein. Donc, on compare ce qui est comparable. Euh, Ça coûte réellement 55% plus cher d'acheter un bien aujourd'hui avec les revenus que vous avez qu'avec les revenus de l'époque rapportés à l'inflation entre 1965 et 2000. Donc, c'est vraiment devenu très, très cher. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, pendant 35 ans, il y a eu un tunnel, hein. Donc, ça, on va dire que c'est la norme, hein. Si les logements n'étaient pas surévalués, la courbe noire serait encore dans ce tunnel en pointillé. Et d'ailleurs, on voit que pour la location, on est même en bas du tunnel. C'est-à-dire qu'en fait, même si on a eu de l'inflation sur les loyers à un moment donné, aujourd'hui, il y a tellement de biens que vous pourriez louer finalement que bah, le prix de la location est plus faible que par exemple en 2000 si vous deviez louer un bien à revenu constant.
OK? Donc on peut dire que le propriétaire s'est enrichi jusqu'à présent et qu'on est quand même dans une situation anormale, mais on a énormément d'inertie évidemment dans l'immobilier. Hein. Ce n'est pas des actions où en 6 mois il peut y avoir une correction. Là, ça prend plus de temps. Ce dont on se rend compte aussi, hein, le constat numéro 2, c'est que les durées d'emprunt ont considérablement augmenté depuis 2000. Avant, il fallait environ 15 ans d'emprunt pour vous acheter un bien. Aujourd'hui, il faut 23%, il faut 23 ans, pardon. Donc évidemment, puisqu'on se rend compte qu'à revenu constant, les biens ont augmenté de 55% depuis 2000. Donc évidemment qu'il faut emprunter pendant plus longtemps. C'est une augmentation de 65% de la durée. C'est quand même assez énorme. Euh, le constat numéro 3, c'est que, à mon avis, il y a une augmentation du chômage à venir, hein, parce que déjà, on le voit, hein, malgré les annonces du gouvernement que tout va bien, tout va tout le temps bien en fait, hein, tant que c'est eux qui dirigent. Mais en l'occurrence, on se rend compte qu'il y a un record historique de défaillance d'entreprises en France. Hein, c'est plus de 68 000 entreprises, c'est monstrueux. Et là, on compte pas que les agriculteurs, hein, c'est tout le monde. Donc 68 500 euh, défaillances d'entreprises. C'est un record. On bat même le record de 2024 qui était quand même assez hallucinant. Et ça, c'est sans encore compter les impacts à venir de l'IA sur le marché du travail. Donc évidemment, hein, tout cela va faire, malgré les bidouillages des chiffres, pour nous faire croire qu'il y a peu de chômage, hein, parce que vous savez qu'il y a tout un décompte qui se fait, mais qui est de plus en plus, quand on regarde dans le détail, faux en fait par rapport à la réalité, parce qu'on essaie d'enlever des chômeurs, tous ceux qui sont sur la longue durée et qui disparaissent en fait des chiffres. Hein. Mais il y a d'autres subtilités, hein, pour maquiller ces chiffres du chômage. En tout cas, il y a une augmentation du chômage qui est à venir. Et bien sûr, il y a une crainte sur l'avenir du travail. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah, évidemment que si vous êtes chômeur de longue durée ou si vous avez peur de perdre votre travail, bah, vous allez peut-être pas acheter un logement sur 20 ans. Hein. Donc, du coup, ça participe évidemment à influer sur les prix des logements, mais là, on est plutôt sur la baisse. Une deuxième chose qui peut qui peut influencer, pardon, les prix à la baisse, c'est l'accroissement de la fiscalité. Regardez un peu ça. Regardez un peu ça. Vous avez aujourd'hui 43% du PIB qui, qui est prélevé en fait chaque année, hein, sous forme d'impôts, de taxes, de contributions sociales. C'est énorme. Et ça ne fait qu'augmenter. On le voit là aussi par vague, hein, mais là, je pense que vu la situation de notre pays, ça va reflamber dans pas longtemps. Donc ça, évidemment, bah, moins vous avez d'argent dans la poche à la fin de l'année ou à la fin du mois, plus vous êtes ponctionné et moins vous aurez la possibilité d'emprunter naturellement. Et ensuite, quelque chose dont je ne sais pas si on en parle vraiment, parce que je ne regarde pas les infos, mais le vieillissement de la population, il est vraiment exponentiel depuis 1990. Ça, c'est la part des plus de 65 ans dans la population française. Hein, on est à plus de 22%. Et si on extrapole, on se rend compte que les plus de 55 ans font maintenant un tiers à peu près de la population. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh ben, tout simplement parce que euh, j'ai retrouvé ça, bien sûr. Hein, alors, tous les graphiques que vous voyez, pardon, viennent d'un site totalement officiel que je vous ai mis ici. Hein, c'est la CGEDD, qui sont des chiffres en fait de l'INSEE, hein, donc des chiffres publics qui sont compilés par monsieur Jack Frigit ou Frigid, je ne sais pas comment on dit. Et donc, vous voyez ici qu'il a fait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'il a voulu savoir à partir de quand on était acheteur d'un bien immobilier et quand on était vendeur. Et il se rend compte, hein, que à partir de 56 ans, on est beaucoup plus vendeur d'un bien
que acheteurs. Vous voyez, les deux courbes se croisent. En fait, vous avez la courbe bleue qui sont les logements achetés ou construits. Donc, vous voyez, quand vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous construisez, vous achetez. Ensuite, vous achetez moins, entre 30 et 40 ans, beaucoup moins encore entre 40 et 60 ans. Et à un moment donné, vous avez la courbe rouge qui sont la courbe des logements vendus. Vous voyez que, bah, évidemment, au début, vous n'avez pas de biens, vous ne risquez pas de les vendre. Puis après, ça augmente, cette courbe augmente et elle vient croiser la courbe de logements achetés ou construits. Donc, on considère qu'à 56 ans, on est vendeur de biens immobiliers. Je vous rappelle qu'on vient de regarder que la population aujourd'hui a 33%, c'est-à-dire un tiers de la population a plus de 56 ans. Donc est plus susceptible de revendre son bien. Pourquoi? Bah, pour partir à la retraite dans un paradis fiscal, par exemple, pour transmettre de l'argent aux enfants, pour se mettre en location, parce que finalement, ils se sont rendus compte que voilà, c'était pas la bonne idée. Aller en maison de retraite ou en maison médicalisée, enfin bref, il y a plein de raisons qui font que, en tout cas, c'est un constat. Et ça, évidemment, bah, plus vous avez de gens de plus de 55 ans, plus vous avez une pression des prix à la baisse, puisque plus vous avez de vendeurs, plus vous avez cette pression à la baisse. Donc, Monsieur Jack Frigid, alors celui-ci, il a disparu d'ailleurs de ses conclusions, mais heureusement, j'avais déjà travaillé sur le sujet dans les années 2010-2015, et il expliquait que le scénario le plus probable, c'était un retour en fait vers le tunnel, hein, que je vous montrerai juste après. Donc, soit un scénario de baisse très rapide de l'immobilier. Alors, ça a été un petit peu le cas, effectivement, en 2009, où on s'est dit, bon, bah là, on va y retourner dardard, hein, dans le tunnel. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu une injection massive de liquidités qui a enrayé à court terme la tendance, soit une baisse des prix du logement régulière et lente. Moi, j'ai plutôt l'impression que malgré les vagues que l'on voit, en fait, voilà, ça va aller de mal en pis, parce qu'en fait, on apporte des remèdes, mais qui ne sont pas des remèdes à long terme. Donc, à un moment donné, je pense qu'on va, et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate, vers une baisse des prix du logement régulière et lente. Et nous sommes plutôt depuis 2009, en fait, dans ce scénario de baisse lente. Mais attention, parce que si nous venions par exemple à avoir une augmentation des taux non prévus, je dis ça, je dis rien, mais je ne vais pas vous donner le détail, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et là, quand le marché ne s'y attend pas, je- je- les, les conséquences sont encore pires. Mais si on devait avoir une remontée des taux à court terme ou à moyen terme, on pourrait avoir une baisse de l'immobilier qui s'accentue, comme on l'a vu d'ailleurs lorsque on a monté les taux en 2023, de quasiment 4% en un an. Donc là, vous voyez, je vous ai remis ce fameux tunnel en rouge pour que vous le voyez bien. Donc moi, si je regarde ça, eh bien, je me dis qu'effectivement, il faudrait plutôt, en tout cas, si on regarde les données économiques, il faudrait plutôt rester locataire aujourd'hui, à moins que, comme moi à l'époque, vous souhaitiez vous enraciner, faire votre potager, élever vos enfants, voilà, en toute sérénité, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, il y a d'autres raisons qui peuvent faire qu'on a envie de devenir propriétaire. Mais en tout cas, sur le plan financier, je pense que c'est de plus en plus compliqué de pouvoir le justifier. Mais encore une fois, il faut faire les calculs et seuls les calculs peuvent vous dire quelle est la meilleure solution. D'ailleurs, c'est ce que nous ferons dans une prochaine vidéo dans laquelle je pourrais vous montrer un tableur Excel que j'ai fait sur mesure et qui a pris un temps infini, mais dans lequel on peut comparer un achat par rapport à une location en prenant absolument comment dire, tous les paramètres. Euh, donc moi, si je l'ai paramétré de cette manière-là, c'est parce que je n'ai jamais vu de calculateur comme celui que j'ai créé.
et il a le mérite de prendre un maximum de données qui certes peuvent être discutées, mais que j'ai quand même nettement travaillé et sur lesquelles vous aurez du coup une réponse précise euh, où vous saurez exactement par rapport au taux de rendement, par rapport au taux d'emprunt, par rapport à votre apport, par rapport à la durée du crédit, etc. Vous saurez exactement si il faut être propriétaire ou locataire. Donc, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Et il faudra prendre le temps, hein, 15-20 minutes, je pense, pour montrer deux ou trois exemples différents afin que vous puissiez être familier avec ce logiciel et que vous compreniez les tenants et aboutissants et les éléments à prendre en compte pour prendre votre décision. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous aurez appris des choses et n'hésitez pas à me faire des commentaires juste en dessous pour m'expliquer ce que vous avez compris, ce qui mériterait d'être précisé. Et puis bah, un petit pouce levé, un petit commentaire me ferait me fera et me ferait grandement plaisir. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à me l'indiquer. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.